BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Chaussez vos lunettes puisqu'on va parler lunettes. Je reçois le leader français des lunettes, le patron de Chris Group. Bonsoir Jean-Pierre Champion. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous avez publié vos résultats aujourd'hui. On va voir que votre part de marché ne cesse de croître, mais que le marché de l'optique aussi ne cesse de croître, j'ai envie de dire, et pour cause, on vieillit de plus en plus, et donc la population française vieillit. Vous vendez quoi, 2,5 millions, c'est ça, de lunettes? C'est ça. Oui. Et combien de verres? Le double. Le double, oui, ben forcément. Non, ça aurait pu être un peu plus, on ne sait jamais, pour changer ses lunettes. Le marché de l'optique français, est-ce qu'effectivement, on est en plein boom? Oui, 5,5%. Nous réalisons 3 points de mieux. Ce marché est en croissance pour plusieurs raisons. Vous l'avez dit, le vieillissement démographique. 25% des jeunes portent des lunettes, 50% des quadragénaires, 90% des octogénaires. Donc plus la population vieillit, et plus on porte des lunettes. Les jeunes aussi, vous dites, il y a 25% qui portent des lunettes. Et la deuxième raison, c'est la myopie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle augmente avec la consommation d'écran. Donc les jeunes sont de plus en plus myopes. Chaque année, il y a 1% de myopes supplémentaires dans les moins de 18 ans. Et on s'achemine petit à petit vers le taux de prévalence qui existe en Asie. Donc on est à 30% de myopes et on va vers le 50% de myopes. Ah oui, c'est incroyable. Et il y a une troisième raison. Oui. Il y a un petit peu d'inflation sur ce marché, mais je dirais que c'est la cause mineure dans l'ensemble des trois que je vous ai cités. Ah oui, je n'avais pas réalisé que chez les jeunes, c'était à ce point-là. Consommation d'écran. Oui. L'impact est direct entre la consommation d'écran. Enfin, oui. C'est démontré, c'est QFD, quoi. Absolument. Et depuis le Covid, les adultes aussi consultent davantage leur ophtalmo parce qu'ils sont davantage devant les écrans et donc consomment eux aussi plus de lunettes parce que leur acuité visuelle s'est modifiée à force de rester trop longtemps devant les écrans en télétravail. Oui. Ah, le télétravail, comme quoi tout a un impact sur votre marché finalement. Oui. Vous êtes un baromètre de la société en quelque française, sorte. En tous les cas. Le télétravail a eu un impact sur les marchés de la lunette. Nous le pensons. Encore une fois, le nombre de consultants, on va voir plus souvent son ophtalmo parce qu'on a besoin de corriger plus souvent sa vue dès lors qu'on est davantage devant son écran. Oui, à mon avis, il y a pas mal de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent qui se disent ça. Mais en même temps, les consultations d'ophtalmologie sont de plus en plus difficiles. Le délai est de plus en plus long. Il faut quoi, 2 mois, c'est ça, pour trouver un... 3 mois en moyenne, mais des 3 mois en moyenne, oui. Des cabinets d'ophtalmologie se sont formés qui sont capables de traiter des volumes très importants. Et donc je pense que l'offre de prescription est en train de s'étendre. Et nous sommes sortis de la période où il y avait un goulot d'étranglement qui empêchait les gens de porter des lunettes et les obligeait à attendre 4 à 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc pour vous, c'est derrière vous, quoi. Je pense que c'est derrière nous et la télémédecine va aller dans ce sens, puisque on pourra, avec des protocoles de téléconsultation, consulter à distance par définition. Ouais. Alors vous avez une structure particulière chez Chris Group parce qu'en fait vous êtes une coopérative. Vous en êtes le directeur général. Oui. Une coopérative qui est constituée évidemment de membres. Alors, au total, je crois que vous avez un peu plus de 1500, 1600... 1 millier d'adhérents. 1 millier d'adhérents. Et 1550 magasins. Oui. Et donc c'est un modèle particulier par rapport aux autres qui vous suivent, qui sont derrière. Quel est le numéro 2? Si vous êtes le numéro 1, le numéro 2, c'est qui dans Écoutez, je pense qu'il y a 2 numéros 2 aujourd'hui, Optique 2000 et Optical Center. Ouais. Le coût des lunettes, le reste à charge de lunettes, est-ce qu'il ne reste pas encore trop élevé? Parce que le prix d'une lunette, ça coûte très cher, tout le monde vous le dit. C'est le reste à charge le plus faible dans le monde. Une paire de lunettes vaut en moyenne 450 €. Oui. Un tiers constitue le reste à charge. Les 2 tiers, c'est le remboursement. Ça fait beaucoup quand même, oui. C'est 150 €. Oui. Il n'y a pas un pays où on est mieux remboursé qu'en France. Le prix des lunettes, c'est le même partout. C'est la dépense qui est un peu supérieure en France parce que le niveau de remboursement est supérieur. Et le niveau de remboursement est supérieur tout simplement parce que les Français cotisent davantage auprès de leur mutuelle. Mais en même temps, plus le remboursement est élevé, plus les prix des lunettes augmentent. Les prix des lunettes, la même monture, les mêmes verres sont au même prix en Allemagne, en Espagne, en France. C'est la dépense qui est supérieure. Mais que vous appelez la dépense? Les Français achètent plus de verres de technologie récente que, par exemple, les Espagnols. ou plus de marques que les Allemands qui ont recours davantage aux marques propres. Et donc la dépense
est supérieur, mais le prix des produits eux-mêmes, toutes choses égales par ailleurs, est le même. Ouais. On parlera tout à l'heure de reproduire en France, enfin, ou de relocaliser en France, parce que vous avez ouvert et agrandi votre usine près de Paris, dans les Yvelines, à Bazainville. Du coup, vous avez rapatrié non pas la production des montures, mais la production des verres. On en dira un mot tout à l'heure. Juste encore avant, donc, le marché de l'optique est en plein boom. C'est un marché quand même très très lucratif. Lorsqu'on voit le nombre de boutiques d'optique qui s'ouvrent dans les quartiers de la capitale, et je pense que c'est la même chose ailleurs, c'est incroyable. On se dit que c'est très très rentable. Qu'entendez-vous par lucratif? Qui doit gagner beaucoup d'argent. Combien? Je ne sais pas, ça dépend de la taille. Un magasin, c'est 500 000 euros d'investissement. Le résultat étant entre 5 et 6%. Donc ça me paraît, moi, être un investissement assez classique, un rendement assez classique. Comment vous expliquez à ce moment-là qu'il y a autant de boutiques de lunettes qui s'ouvrent? Le nombre de boutiques est une fonction de la taille du marché. Notre marché faisait 5 milliards il y a quelques années. Il en fait 7,5 aujourd'hui. Il en fera 8,5 en 2028. Et donc il faut bien que le nombre de boutiques se proportionne à la taille de ce marché. Oui, c'est assez fascinant. Alors, en plus, parce que maintenant, on parle des deux, les yeux, et puis il y a aussi l'audition. Alors là, c'est aussi un marché en plein boom. Là, c'est pas les jeunes, évidemment, c'est pas la question d'écran. Enfin, peut-être, vous me direz. Non. Ça peut être aussi la question des écouteurs. Mais en tous les cas, c'est plus la population vieillissante. C'est combien aujourd'hui le marché de l'audition? Le marché de l'audition, c'est 1,8 milliard d'euros. 1,8 milliard d'euros, pardon. C'est à peu près 10% de la population française qui est malentendante et la moitié d'entre eux. Combien, pardon, je sais pas. 10% de la... Et 5% qui est équipé. Donc contrairement au marché optique, au marché de l'optique, il y a une grande partie des malentendants qui n'avaient pas jusqu'à présent les moyens de s'équiper. Et le boom va venir du fait qu'avec le 100% santé, le reste à charge étant zéro sur les aides auditives, il n'y aura plus d'obstacle économique au fait de s'équiper. Comme en optique, où il n'y a pas d'obstacle économique, il y a un 100% santé et un 100% également un reste à charge zéro, 100% santé. Et donc on espère que ce taux d'équipement va augmenter, ce qui va probablement amener ce marché d'1,8 milliard à 2,5 milliards en 2028. Oui, donc on voit bien l'évolution des mœurs, j'ai envie de dire. Chris, là-dedans, Chris, vous tirez forcément votre épingle du jeu, vous restez numéro 1, de plus en plus, votre part de marché. Vous avez augmenté, votre chiffre d'affaires s'est augmenté plus que le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'optique, puisque vous le disiez tout à l'heure, le marché de l'optique, c'est plus 5% et un peu plus. Et vous, là, c'était plus à 8,4% sur 2023. Tout à fait. Donc, c'est... Comment vous l'expliquez? C'est votre modèle un peu particulier de distributeur-producteur? Indiscutablement. Alors d'abord, dans cette croissance de 8,5, il y a 6 d'organique et 2,5 de croissance par ouverture de magasins. Les ouvertures de magasins, on en a ouvert 70. Et où? Dans toute la France. En 2023. Et on a ouvert à peu près 55 espaces audition, en plus de ces 70. Donc une part de la croissance vient du nombre de magasins nouveaux. L'autre partie de la croissance vient de la croissance organique. Donc la croissance organique, c'est tout simplement l'aptitude qu'on a à conquérir de nouveaux clients. On en a conquis 1 million cette année, 1 million de nouveaux clients. Au total, vous en avez 10 millions de clients. 10 millions au total. On en a conquis 1 million sur cette dernière année. C'est aussi le résultat d'une plus grande fidélité de nos clients. Vous savez qu'on mesure l'attractivité d'une enseigne à ce qu'on appelle le Net Promoter Score, où on compare les ambassadeurs et les détracteurs. Et notre Net Promoter Score est très élevé puisqu'il est au-dessus de 85%, ce qui nous vaut une plus grande fidélité de nos clients. Quand vous combinez plus de fidélité et plus de recrutement de nouveaux clients, vous obtenez de la croissance organique. Je le disais, vous êtes distributeur-producteur. Alors producteur, pas de tout, parce que vous produisez vos verres, avec cette grande usine et investissement majeur que vous avez fait et que vous allez continuer à faire dans cette usine de Bazainville. Mais en même temps, vous ne produisez pas de montures. Comment vous disiez que c'était l'Italie, la Chine? Pourquoi on ne le fait pas en France? Il y en a un peu dans le Jura, évidemment, la vallée de l'optique, mais... C'est une question d'intensité capitalistique. 50% du coût d'un verre, ce sont les machines et les amortissements de machines. 80% du coût d'une monture, c'est de la main-d'œuvre.
D'accord. On ne peut pas se comparer à l'Asie en termes de coût de la main-d'œuvre. Alors qu'on peut acheter les mêmes machines, même des machines plus modernes, et gagner en productivité au-delà des pays asiatiques. Et donc, on peut être concurrentiel pour les verres, activité hautement capitalistique. Il est impossible d'être compétitif sur les montures où la main-d'œuvre a une part trop importante. Oui. D'accord. Alors, cette usine que vous avez fait dans les Yvelines, c'est une manière pour vous, elle existait déjà, là vous avez réinvesti et vous avez pu relocaliser en France la production de certains verres, pas évidemment tous les verres. Alors, quand on n'a pas la compétitivité coût, il faut se contenter de la compétitivité hors coût. Oui. La compétitivité hors coût, elle est sur les produits à forte valeur ajoutée. Donc on rapatrie les produits à plus forte valeur ajoutée. On a rapatrié 400 000 verres. On a investi 23 millions d'euros dans notre usine pour passer d'1,4 million verres produits tous les ans à 1,8 million. Ce qui fait à peu près 30% des verres que nous écoulons dans nos magasins. Donc vous avez fait ce choix, enfin en tous les cas votre groupement a fait ce choix de relocaliser en France. Est-ce que les impôts de production n'ont pas été un frein justement à cette relocalisation? Est-ce que ça a été une question et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de s'implanter en France? Oui. Une coopérative, elle est inscrite dans un territoire. Les magasins, il y en a 1550, ils couvrent toute la France. On n'imagine pas une coopérative qui ouvre une usine, une coopérative française qui ouvre une usine en Chine. Ça n'a pas de sens. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas fabriquer la totalité des verres que l'on vend. Il faut choisir ceux pour lesquels nos magasins seront les plus à même de les proposer à nos clients avec la meilleure proposition de valeur. L'avantage pour un distributeur-producteur, c'est que l'actionnaire n'attend pas de dividendes de la part de cette activité industrielle. Et donc, l'équivalent de ces dividendes, on les redonne en compétitivité prix à nos associés et par conséquent à nos consommateurs. Et c'est ce qui nous vaut de gagner des parts de marché et de ne pas avoir augmenté ces 2 dernières années les prix, alors que l'inflation faisait que le prix des verres fabriqués par les autres concurrents augmentait, le prix des montures aussi. Nous n'avons pas, nous, bougé les prix, parce que comme nous fabriquons, nous sommes capables... Oui, enfin votre matière première, elle a augmenté. Elle a augmenté, l'électricité a augmenté. Oui, mais les gains de productivité... L'intéressant dans une usine, c'est de faire 5% de productivité tous les ans. C'est possible. Il suffit de moderniser les équipements, former les équipes, optimiser les process. Ces 5% de productivité absorbent l'augmentation du coût des matières. Et comme nous n'avons pas d'actionnaire qui nous dit « renvoyez-nous le dividende », nous renvoyons l'équivalent de ce dividende sous forme de prix compétitif. D'accord. Les impôts de production, ça vous pénalise ou non? Je ne sais pas plus que ça. Je pense pas. Le problème du produire en France, c'est pas une question de coût, contrairement à ce qu'on pense. Oui, voilà. C'est une question de recrutement. Moi, j'arrive pas à recruter la totalité. J'ai des postes ouverts que je n'arrive pas à combler en CDI, tout simplement parce que je pense sur le marché français, sans se lancer dans une trop longue digression, n'a pas le bon équilibre entre le revenu disponible d'un actif et le revenu disponible d'un inactif. Oui, j'ai l'impression d'entendre Bruno Le Maire là. Ben, je suis désolé d'être la voix de Bruno Le Maire, mais c'est une réalité. Moi, je ne me plains pas du niveau d'impôt, je ne me plains pas de l'inflation réglementaire. Le niveau de compétence, il est là? Pardon? Le niveau de compétence. Le niveau de compétence est tout à fait là, et lorsqu'il n'est pas là, nous formons. Oui. Figurez-vous qu'il n'y a que 2000 opticiens qui sont diplômés tous les ans, mais on en a besoin de davantage. Et alors, sur l'audioprothèse, c'est encore pire. Bon, mais les opticiens, quand on ne peut pas avoir des diplômés, on forme des non-diplômés qu'on va chercher dans d'autres filières et on peut tout à fait compenser. Donc la formation est là, les compétences sont là. Encore faut-il que les gens aient envie de travailler. Oui. Il y a un autre, peut-être dernière question, Jean-Pierre Champion, c'est la question de l'intelligence artificielle. Parce que, à un moment, on a beaucoup parlé, j'avais reçu ici Marc Simoncini, sur la vente de lunettes en ligne, en disant, après tout, ça coûtera beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un pas de porte, c'est beaucoup plus simple, etc. Après, on sait que c'est les difficultés qu'il a rencontrées, que beaucoup de Françaises disaient, attendez, moi je suis pas sûre, ça sera difficile pour moi de mesurer et tout. L'intelligence artificielle, elle pourra le faire, ça pourra changer quand même beaucoup le fonctionnement de votre métier. Bon, l'intelligence artificielle changera probablement la quasi-totalité des métiers. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui les conséquences que ça aura. Vous l'utilisez pas encore, vous? On l'utilise à des fins créatives, exclusivement, mais à des fins industrielles, pas encore. Internet, c'est moins de 5% du marché. Pourquoi? Pour une raison que vous avez évoquée, mais pas seulement. La première, c'est que le tiers payant, il est en magasin, il n'est pas online. Et le tiers payant, c'est important, vous-même avez mis l'accent tout à l'heure.
sur le prix. Le conseil, il n'est pas online, il est en magasin. Le choix, quand vous essayez une paire de lunettes, c'est difficile de l'essayer virtuellement. Vous voulez l'essayer réellement. Et donc, pour toutes ces raisons, Internet aujourd'hui ne répond pas. Il y en a une dernière qui est que lorsque le verre est complexe, la prise de mesure n'est pas possible à distance. Elle le sera un jour, peut-être dans 5 ans. À mon sens, pas nécessairement par recours à l'intelligence artificielle, mais par des algorithmes classiques, on pourra le faire. Et là, peut-être qu'Internet prendra une part plus importante, il faudra alors nous réinventer. Oui, c'est bon. Réinventer ou en tous les cas changer, quoi. Toute dernière question, je rebondis comme il nous reste 30 secondes. Vous avez dit tout à l'heure que les Français, en fait, la dépense des Français était supérieure à celle je sais pas, des Allemands ou des Espagnols, etc. Oui. Parce qu'en fait, nous, les Français, on adore les marques, c'est pour ça, parce que c'est un business lucratif incroyable, hein, le business des marques, des lunettes de marque. On adore les marques, mais encore faut-il pouvoir se les payer. Et pour se les payer, encore faut-il avoir un niveau de remboursement correct. Et pour l'avoir, encore faut-il cotiser à des mutuelles qui redonnent l'équivalent de cette cotisation. Ce qui n'est pas le cas des 2 pays que vous avez cités. Merci beaucoup Jean-Pierre Champion, directeur général donc, de Chris Group. Donc on a bien compris, 2024, 25 et à suivre. Plutôt un avenir florissant pour l'optique et l'audition et donc pour Chris Group. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.